Bonjour Nicolas, Bonjour Pauline. merci d'être avec nous aujourd'hui à Marseille pour un peu parler de la situation hydrique mondiale, nationale et plus particulièrement ce qui nous intéresse chez Bleu Tomate, c'est la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que tout d'abord je peux vous demander de vous présenter? Oui, bonjour. Donc je m'appelle Nicolas Roche. Donc je suis professeur en génie des procédés à Aix-Marseille Université et chercheur au Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Pour commencer et pour entamer cette discussion, vous pouvez nous parler de la situation hydrique, donc un peu nous dresser un état des lieux dans le monde, puis après un peu plus particulièrement en France. On en est où? On en est où? Donc parlant de situation hydrique, il faut replacer le contexte de l'eau et en fait on a besoin d'eau pour tous nos usages, que ce soit des usages alimentaires, des usages agricoles, que ce soit des usages domestiques, que ce soit des usages urbains ou encore des usages industriels. L'eau est nécessaire partout et l'eau est nécessaire aussi en quantité et en qualité. Et notamment, on a besoin de beaucoup d'eau douce et sur la Terre, on a essentiellement, on a pour 97,5% de l'eau salée, de l'eau de mer qu'on ne peut pas beaucoup utiliser ou encore qui est difficile à utiliser. Donc tous ces besoins, la population qui augmente, les besoins qui s'accroissent à travers le monde, augmente la pression sur la ressource et de plus, cette eau n'est pas répartie de manière équitable à travers le monde, donc avec des régions qu'on appelle des régions en stress hydrique, avec des manques d'eau, et donc avec des grosses questions de développement, avec des problématiques quantitatives, puisqu'on a encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas un accès direct à l'eau potable, et on a encore près de 2 millions de personnes qui meurent tous les ans à cause de la qualité de l'eau, donc c'est une des premières causes de mortalité sur la planète. Et j'imagine que ces chiffres vont faire que s'augmenter entre les changements climatiques et le réchauffement climatique. L'impact du changement climatique est important sur le cycle de l'eau. On dit que le cycle de l'eau, c'est un des drivers principaux du changement climatique, dans le sens où il va changer pas la quantité d'eau qui va tomber, mais il va changer le régime des précipitations, avec des moments où on aura des quantités plus importantes, des pluies diluviennes, et des moments où on aura des périodes de sécheresse beaucoup plus longues. C'est ce qu'on observe ici dans la région, c'est ce qu'on observe à un certain nombre de pays, avec une problématique importante, c'est que notamment les pluies diluviennes vont limiter l'infiltration de l'eau dans les sols, dans les lacs, dans les rivières, et c'est dans ces sols qu'on va pouvoir récupérer notre eau pour les développements. Donc on voit bien que là, la disponibilité de l'eau en tant que telle tend à diminuer avec l'augmentation des besoins et de la population. Oui, j'allais vous demander de préciser, toutes les pluies ne se valent pas. Toutes les pluies ne se valent pas, la nature a besoin aussi d'eau. Pour vous donner une idée, si je prends sur la planète 100 litres d'eau qui vont tomber sur de la Terre, 62 litres vont être directement utilisés par la nature. En moyenne, il y a pendant le printemps, ça sera 100% de l'eau qui va tomber, qui va être utilisée par la nature, par la végétation, avec beaucoup de services écosystémiques, donc avec beaucoup d'intérêt aussi. Et pendant des périodes d'hiver, la nature ne va pas beaucoup utiliser d'eau. Donc vous voyez que sur ces 100 litres, il va rester à peu près que 38 qui sont disponibles pour alimenter les lacs, les rivières, les nappes. Et dans ces 38, on a aussi une vingtaine de litres, un peu plus, qui vont partir dans les crues et les inondations, donc qui ne vont pas alimenter les rivières, les lacs et les nappes, donc qui ne vont pas être disponibles. Et on doit aussi garder de l'eau pour la nature. On ne peut pas assécher un lac, on ne peut pas assécher une rivière, parce que là, on a des impacts écologiques sur la biodiversité qui sont très importants. Et on voit in fine que sur ces 100 litres de précipitations qui vont tomber sur la planète, eh ben, il va en rester que 3 ou 4 litres pour nos activités, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient domestiques. Donc vous voyez que ça fait très peu. Et jusqu'à présent, la chance que l'on a, c'est que 85% des terres agricoles ne sont pas irriguées. Elles sont arrosées naturellement. Et elles permettent de produire de la nourriture, pas assez pour les 8 milliards de personnes, mais elles permettent de produire. Et on voit que l'impact du changement climatique fait qu'on est obligé d'irriguer beaucoup plus de sols. Et donc, on va limiter là aussi la production agricole, et là aussi, il y aura des problématiques liées à l'alimentation de ce point de vue-là. Forcément. On a parlé beaucoup d'agriculture. Quel est le secteur qui consomme le plus d'eau au niveau international et en France? Au niveau de la planète, c'est 70% pour l'agriculture, effectivement, et à peu près 10% pour les espaces urbains et domestiques et 10% pour les espaces industriels. Donc ça, c'est
pour la planète. Et si on regarde dans des pays développés comme en France, on est à peu près à 40-42% pour l'agriculture, à peu près le même niveau pour l'industrie, essentiellement pour produire de l'énergie, parce qu'on a besoin de mobiliser beaucoup de ressources en eau pour produire de l'énergie, pour refroidir notamment, et à peu près 10-15% pour des usages domestiques ou urbains. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est faite par les industries ou en agriculture, ils sont obligés d'irriguer justement pour compenser ce manque d'eau naturelle, ce manque de... La prise de conscience, on va dire scientifique, elle n'est pas nouvelle. Hein. Comme pour le changement climatique, les scientifiques alertent depuis longtemps sur ces problématiques-là. La prise de conscience sociétale et politique est récente et on voit que les gens prennent conscience que le jour où ils sont confrontés aux problèmes, on a eu un été 2022 assez compliqué du point de vue de l'accès à l'eau. Et donc ça a commencé à inquiéter, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on observe depuis 4-5 ans, à part l'année 2021. Les années précédentes aussi étaient des années de sécheresse qui ont un peu moins inquiété. Et si on regarde aussi ce qui s'est passé dans les pays du Sud proches, comme l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, on peut voir que sur les 50 dernières années, le taux de sécheresse a augmenté d'un facteur 4. On était à 1 année sur 5, maintenant on est presque à 1 année sur 2 en termes de sécheresse et on rejoint ce régime. Donc là, on s'aperçoit, les gens commencent à s'apercevoir de l'urgence de changer notre comportement, de changer notre rapport à l'eau et de voir comment, effectivement, on va pouvoir travailler différemment. Pour conclure sur l'état en France, là on est début avril 2023, on a vu il n'y a pas très longtemps des manifestations, des protestations face à des méga bassines, des super bassines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà? Qu'est-ce que c'est, quoi ça sert et pourquoi il y a ces protestations, ces oppositions? Alors, je ne suis pas un spécialiste des bassines, je veux juste plutôt vous parler des problématiques de partage de l'eau. Jusqu'à présent, en France, on n'était pas habitué à des problématiques de pénurie ou de stress, donc chacun prélever de l'eau, que ce soit pour des usages agricoles, que ce soit pour des usages domestiques, que ce soit pour des usages, prélever l'eau qu'il avait qu'il avait besoin de prélever, et la rejeter sans se soucier de ce que faisait l'autre à côté, et sans se soucier non plus de l'état de la ressource. Donc ça marche, ce système peut marcher quand on a beaucoup d'eau, et on s'aperçoit que quand la disponibilité va baisser, ce système ne peut plus exister, et on rentre typiquement dans ce qu'on appelle des conflits d'usage, où il y aura des priorités à afficher. Le problème de stockage de l'eau, c'est pas un problème en soi, puisque l'homme, depuis qu'il existe, n'a fait qu'inventer des systèmes pour stocker l'eau, ne serait-ce que pour survivre. Donc la notion de stockage de l'eau, c'est une notion qui est ancienne. La problématique, c'est pourquoi on stocke de l'eau? Est-ce qu'on le fait dans une acceptation, dans un compromis? Parce que là, quand on est sur des conflits, il va falloir trouver des compromis, il va falloir discuter avec les gens. Et est-ce qu'on va prioriser des usages ou pas? Donc c'est la vraie question. La question, c'est pas de savoir si on va stocker, c'est de savoir aussi comment on va utiliser cette eau. Et le point le plus important, est-ce qu'on aura un impact sur la ressource? Est-ce qu'on a un impact sur le milieu naturel? Parce que ça, il est absolument essentiel de le préserver. À chaque fois qu'on va le dégrader, on va réduire nos possibilités d'accès à l'eau in fine. On va passer dans le sud, chez nous, en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est une région particulière par rapport au reste de la France? C'est une région particulière parce qu'il y a plus de 50 ans, il y a des investissements énormes qui ont été faits dans cette région de manière à pouvoir stocker l'eau, justement, et de pouvoir la redistribuer au départ pour des fins essentiellement agricoles et maintenant essentiellement aussi pour alimenter les personnes, les villes et toutes les activités de la région. Donc il y a eu tous des travaux qui ont été faits notamment sur la Durance et le Verdon avec de grands barrages, que ce soit le barrage de Serponçon ou de Sainte-Croix-du-Verdon, qui permettent quand même d'avoir à peu près un volume annuel, une ressource annuelle de 6 milliards de mètres cubes pour la région. Donc la région de ce côté-là a pu mettre en œuvre et stocker de l'eau, stocker notamment l'eau du manteau neigeux, parce que le manteau neigeux, c'est un stockage naturel qui va se libérer plutôt au printemps, et ça permet, quand on met des barrages, de récupérer cette eau du printemps pour la distribuer pendant l'été. Donc il y a eu des investissements importants qui ont limité, qui ont permis d'empêcher d'avoir des sécheresses importantes, quoique tous les endroits de la région ne sont pas alimentés de manière équivalente, puisque tous n'ont pas accès à cette eau des canaux et cette eau des barrages. Mais peut-être que d'un autre côté,
ça a aussi limité la prise de conscience de la problématique de l'urgence sur l'eau. Ça a retardé. Ça a retardé un peu cette prise de conscience. Donc là, je le disais, nous sommes en avril et il y a 2 mois, on était encore en hiver et le préfet avait instauré des états de vigilance, vigilance sécheresse pour certaines zones, et notamment un état de crise pour le bassin de l'Uvonne. Voilà, comment c'est possible que ça arrive si tôt dans l'année d'être dans ces états de vigilance? Tout simplement parce que cet hiver, il n'a pas assez plu et que la recharge des nappes va se faire essentiellement l'hiver parce que, comme je disais tout à l'heure, la nature va peu consommer d'eau pendant les périodes hivernales, donc la recharge va être possible. Et donc, globalement, il a peu plu, hein, donc les recharges n'ont pas été optimales. Le manteau neigeux n'est pas le plus mauvais, il est meilleur que l'année dernière, mais ça ne veut pas dire que les nappes, pour le temps, sont bien chargées, sont suffisamment chargées. Donc on aborde le printemps, et le printemps où l'essentiel des pluies va être consommé par la végétation, par la nature, donc ne va plus alimenter les nappes et les rivières, parce que ce sont des hydrosystèmes, donc tout est connecté. Hein, les nappes alimentent les rivières ou les rivières alimentent les nappes selon les périodes, mais il faut que l'une ou l'autre soit pleine et puisse réagir ou interagir avec l'autre systématiquement. Donc on ne sait pas encore comment on sera cet été, comment les réserves. On pense que les réservoirs du fait du manteau neigeux qui a été important vont être remplis pour cette année, mais on ne sait pas encore quels seront les résultats ou quelles seront les conséquences qu'on aura dès cet été. Est-ce qu'on peut imaginer que cette sécheresse hivernale et sécheresse plutôt estivale, plus classique, on va dire, pour la région, que ça se répète et que ça s'amplifie dans les prochaines années? En tout cas, c'est ce qu'on observe. Déjà observé. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le réchauffement climatique va augmenter aussi la quantité d'eau évaporée. Et pour 1 degré d'augmentation, on va augmenter de 8% la quantité d'eau. Donc on va avoir tendance à assécher en plus les sols, assécher la végétation, donc avoir aussi des impacts. Donc ça, c'est juste des évolutions qu'on constate, qu'on voit, qui sont réelles. Après, on peut avoir des périodes où on peut avoir des années où on aura une pluviométrie qui sera tout à fait normale, mais je vous dis, le régime, en tout cas la fréquence, va changer, que ce soit la fréquence des sécheresses ou la fréquence des crues et des inondations, comme on a pu voir il y a 2 ans dans les Alpes-Maritimes. Je pense que la plupart des personnes ne se rendent pas forcément compte de ce que ça représente. On parle souvent de bassin versant, justement pour cette répartition de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord et quels sont ceux présents en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur? Les bassins versants, c'est ce qu'on appelle des bassins hydrologiques, donc qui vont regrouper un système de nappes et de rivières connectées entre elles, qui vont être alimentés bien sûr par les pluies, par les précipitations, par la neige, et qui vont alimenter des rivières, puis des fleuves, et puis se retourner vers la mer. Donc globalement, nous, on est en dessous des Alpes, la région se trouve en dessous des Alpes, donc on est alimenté de ce côté-ci par le sud des Alpes. Le nord va plutôt alimenter le Rhône et le sud va alimenter les bassins du Verdon et de la Durance. Comme je disais, tout est connecté. On ne peut pas considérer qu'on va prélever à un endroit que 100 km plus loin, ça n'aura pas d'effet. Forcément, ça aura de l'effet, tout est connecté. Donc on est obligé d'avoir une vision globale à la fois de toutes les ressources, aussi bien d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif. Est-ce que toutes les ressources, on peut les utiliser, elles ne sont pas polluées ou il n'y a pas d'autres problèmes? Donc il faut être en conscience de tous les usages. Est-ce qu'on a besoin d'eau? De combien on a besoin d'eau et à quelle période? Et on voit bien que dans notre région, qui est à la fois une région agricole et une région touristique, les besoins en eau pour ces 2 activités sont essentiels pendant les périodes d'été. Pour commencer sur les solutions, vous étiez présent au Salon de l'agriculture de 2023. Donc vous étiez là pour signer ce projet pilote de réutilisation des eaux usées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Première chose, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle qui va régler tous les problèmes. Et que dans la problématique de l'eau, c'est une problématique complexe qu'il faut traiter avec toute sa complexité. C'est-à-dire qu'il faut travailler toujours sur 4 piliers. Les 4 piliers sont, d'une part, la sobriété d'usage. Comment on fait pour limiter, pour réduire nos usages. Deuxième pilier, c'est
l'efficacité d'usage. Comment, quand je fais un usage, je ne perds pas beaucoup d'eau, ou en tout cas j'améliore cette efficacité. Le troisième pilier, c'est la complémentarité d'usage. Et c'est là où on voit, à partir du moment où on a utilisé une eau, est-ce qu'on ne peut pas la réutiliser pour un autre usage? Donc ça, c'est la troisième approche, le troisième pilier. Et le quatrième pilier, qui est le plus important, sur lequel on doit toujours se référer, c'est la restauration et la préservation des écosystèmes. Et il faut agir en permanence sur ces 4 piliers, et chaque territoire, chaque cas, chaque commune sera un cas particulier, parce qu'il y en a où il y aura de l'intérêt à travailler sur la sobriété et de l'efficacité, il y en a où la réutilisation peut être une solution. Donc le principe de la réutilisation des eaux, c'est justement, à partir du moment où on a utilisé une eau qui est canalisée, on sait où elle se trouve, est-ce qu'à partir d'une eau déjà utilisée, avant de la rejeter dans la nature, on ne peut pas remettre ou refaire un usage de cette eau? Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que globalement, un mètre cube d'eau qu'on aura réutilisé, c'est un mètre cube d'eau qu'on n'aura pas prélevé dans la ressource. Après, elle présente beaucoup d'intérêt en zone côtière, et dans d'autres endroits, elle va présenter un peu moins d'intérêt. Mais là aussi, ça dépend un peu de ce qu'on fait et surtout des usages. La région Occitanie a déjà mis en place avec un certain nombre de démonstrateurs qui existent pour voir comment on peut réutiliser les eaux, parce que là aussi, les possibilités de réutilisation sont multiples. On ne va pas réutiliser des eaux usées traitées pour faire de l'eau potable, mais on a plein d'autres usages qui sont intéressants, que ce soit pour des activités urbaines, des nettoyages de varies, des arrosages de golf, des arrosages de parcs et jardins. Pourquoi pas aussi faire de la neige artificielle? Il faut savoir qu'au JO de Pékin, toute la neige artificielle était faite avec des eaux usées traitées, parce qu'ils avaient besoin d'eau. Donc il y a toute cette question d'usage de l'eau, de recharger des nappes, d'éviter la remontée du biseau salé, parce qu'on voit que là aussi, dans des zones côtières, le fait de prélever l'eau dans les ressources va faire remonter le sel dans les nappes phréatiques côtières, et on a des problèmes qu'on appelle de remontée du biseau salé. Donc ça permet aussi de réalimenter aussi, pourquoi pas dans certains endroits, des nappes. Donc on voit que les solutions sont multiples, mais elles ont besoin d'être testées, elles ont besoin d'être évaluées, elles ont besoin d'être mises en place, même si c'est déjà fait dans le monde, dans de nombreux endroits. On a besoin de se l'approprier en France et de le faire dans les conditions sûres pour pouvoir les installer de manière pérenne. Et donc, cette utilisation et réutilisation des eaux usées, c'est la compétence des communes et métropoles. Et sinon, qui peut agir aussi pour préserver cette ressource, au-delà de la conscience collective, on va dire, du geste citoyen, mais après, qu'est-ce qui peut être fait pour préserver? Tous les acteurs de l'eau, et ils sont très nombreux, peut-être un peu trop nombreux, et le dernier rapport de la Cour des comptes qui est sorti au mois de mars a montré qu'il fallait absolument simplifier la gestion de l'eau. Juste pour vous donner une idée, en France, on a à peu près 26 acteurs qui ont des compétences et qui peuvent travailler sur la problématique de l'eau. Donc ça veut dire que si on veut développer une approche territoriale, une approche complexe, une approche globale, il faut que ces 26 acteurs soient d'accord. Donc on voit toute la complexité un peu du système. Donc là, ça aussi, ça fait partie des enjeux politiques, de voir comment on va mettre des schémas un peu plus simplifiés, ou en tout cas des choses qui permettent d'avancer, parce que tout le monde effectivement a son mot à dire, tout le monde a des choses intéressantes à dire, mais le problème c'est comment on met en place les choses et comment on met des décisions qui soient à la fois rapides et qui soient justes et qui soient efficaces. Il faut effectivement que tous les acteurs s'investissent sur cette question, chacun à sa juste proportion, chacun à sa juste valeur. Il faut que, bien sûr, les politiques, bien sûr que les acteurs économiques, les acteurs territoriaux, les citoyens, mais aussi les scientifiques, que chacun puisse apporter sa pierre, puisse contribuer, que tout le monde ne décide pas de tout, que chacun soit en compétence d'apporter ce qu'il a apporté, et de le faire vraiment dans une vision partagée et globale. Et ça, je pense que ce sera le plus difficile. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.